j'ai intitulé ma communication le spectre de l'athéisme dans les Lumières radicales. Le monde peut-il encore être harmonieux ? Le point de départ, c'est de savoir s'il existe vraiment un partage entre des lumières modérées et des lumières radicales, en particulier dans l'analyse que la philosophie fait de la liberté de penser et avec elle du spectre de l'athéisme. Plus encore, si l'on reprend ce partage, quels sont les rôles joués par une critique de la religion et par la remise en cause d'une vision harmonieuse du monde animée par une cause première. La notion de radicalité permet en effet de mettre en avant des ruptures par rapport à une vision traditionnelle du monde et des hommes. Elle peut valoir comme une défense de la raison contre la superstition, au nom d'une émancipation à l'égard de la religion et au nom aussi de propositions de réformes politiques. Ce que développe par ailleurs également des Lumières modérées dans le sillage de John Locke. Mais ce courant des Lumières va plus loin. On peut dire qu'il introduit un élan révolutionnaire, qu'il est animé de conceptions égalitaristes qui sont fondées sur différentes formes de panthéisme ou de matérialisme, souvent inspirées par un idéal républicain ou démocratique, sur le modèle, par exemple, des groupes radicaux que furent les Levelers dans l'Angleterre du milieu du XVIIe siècle, qui réclamaient de véritables réformes sociales et politiques. Toutefois, doit-on en rester à cette vision des Lumières radicales sur laquelle je vais revenir et sur laquelle il y a eu un certain nombre, bien sûr, de travaux, et qui vaut surtout en une acception historique à travers des lignes d'idées qui ont circulé en Europe, parfois dans la clandestinité. Doit-on souscrire à un partage strict entre des lumières modérées et radicales, en particulier autour de la difficile question de l'athéisme, qui est quand même souvent au XVIIIe siècle plutôt une accusation qui peut d'ailleurs beaucoup coûter à celui qui est ainsi assigné, que l'on reprenne par exemple même ce que dit Voltaire dans le dictionnaire philosophique, dans l'article athéisme. Est-ce que le radicalisme des Lumières ne peut pas se distribuer autrement, d'autant que la ligne d'analyse de l'athéisme est souvent complexe, dissimulée sous le panthéisme, le spinozisme ou le matérialisme. En particulier, j'aimerais montrer aujourd'hui qu'une ligne de radicalité des Lumières tient dans l'impossibilité désormais d'envisager un monde harmonieux rassemblé autour de l'évidence d'une cause première bienveillante, Dieu. Les désordres du monde, les moments de chaos et de malheur pour l'humanité, comme le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, valent alors comme des révélateurs d'un présent où les humains doivent écrire leur propre histoire et doivent s'approprier leur présent pour le transformer. L'humain, selon les Lumières, devient un pouvoir d'être et d'agir au nom finalement d'une disharmonie fondamentale. N'y a-t-il pas alors, dans cette proposition, l'occasion de poser un radicalisme des Lumières comme étant une attitude de rupture dans le rapport à son présent, un présent qui serait désormais à faire pour le meilleur et pour le pire, et qui serait justement expérimenté hors de l'ordonnancement harmonieux, au risque d'ailleurs du chaos ou du désespoir. Et c'est dans ce cadre que j'aimerais interroger cette notion de radicalité et reprendre des textes comme le commentaire que Michel Foucault fait de Qu'est-ce que les Lumières, et puis interroger aussi le Candide de Voltaire. Mais tout d'abord, premièrement, quelle lumière radicale, et donc comment comprendre cette notion de lumière radicale. Bien sûr, une telle
considération des Lumières implique de pouvoir identifier un radicalisme des Lumières, c'est-à-dire des idées et des penseurs qui, dans le contexte d'une modernité en train de se poser, se montrent plus audacieux ou plus courageux. J'aimerais retenir aujourd'hui deux acceptions des Lumières radicales. Tout d'abord, la première acception est historique. Elle permet d'identifier, à partir du milieu du XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, parfois le milieu du XVIIIe siècle, ça dépend des auteurs, des penseurs plus subversifs, plus extrémistes, qui ont poussé loin pour l'époque la critique des dogmes religieux, des positions monarchiques, jusqu'à anticiper, on pourrait dire, les formes les plus révolutionnaires de la modernité, qui vont parfois jusqu'à l'égalité des sexes, la question du droit de vote des femmes et même la condamnation de l'esclavage. Les historiens qui ont travaillé en ce sens, je pense principalement à Margaret Jacob et à Jonathan Israel, ont mis en avant dans leurs ouvrages des lignes d'idées pour reconstituer la manière dont une pensée s'est progressivement répandue dans l'Europe de l'âge classique par contamination et par dissémination. Tout d'abord, l'ouvrage de Margaret Jacob, The Radical Enlightenment, 1981, présente les penseurs radicaux des Lumières comme des intellectuels en marge des courants d'idées hégémoniques. Leur hétérodoxie intellectuelle tient principalement à des caractéristiques à la fois religieuses et politiques. Ils sont souvent issus de familles de réfugiés et ils ne croient pas en une monarchie éclairée, contrairement aux philosophes les plus connus des Lumières. Ils en appellent plutôt à l'établissement d'une république et sont donc beaucoup plus radicaux que d'autres qui, comme Voltaire, d'Alembert ou Montesquieu, sont des adeptes de ce qu'on a appelé alors le modèle anglais. S'il y a un moyen de différencier les Lumières modérées des Lumières radicales, c'est alors en fonction, en tout cas selon Margaret Jacob, d'un partage entre un courant majoritaire des Lumières, qui serait représenté en France par Voltaire et les encyclopédistes les plus connus, par les newtoniens en Angleterre, et une mouvance minoritaire, beaucoup plus radicale, souvent clandestine aussi, dans la mesure où les idées qu'elle représente apparaissent comme dangereuses pour l'ordre établi. Les Lumières deviennent radicales quant au statut de la vérité qu'elles mettent en œuvre, ce qui dessine d'ailleurs un combat pour celle-ci, difficile d'ailleurs pour un auteur comme John Toland, dont je cite le Clidophorus, quand il écrit « Comme l'expérience quotidienne le montre suffisamment, on ne saurait presque nulle part découvrir la vérité, ou du moins la professer, sans mettre en péril sa réputation, son emploi ou même sa vie. Ces circonstances ne peuvent manquer d'engendrer des effets déplorables, l'insincérité, la dissimulation, l'ignorance crasse et la licence barbare. » Il apparaît alors, à travers ces propos de John Toland, que la recherche de la vérité est surtout ardue à cause du manque de liberté d'expression. Découvrir la vérité, c'est donc mettre en danger l'ordre social avec tous les préjugés qui le font tenir. Une telle conception de la vérité est radicale dans la mesure où elle préconise des critiques de l'espace social et de toutes les prérogatives qu'il fait tenir, prérogatives de l'État et de la religion principalement. Penser, ce n'est donc pas faire profession de philosophe, mais plutôt critiquer l'ordre établi en marge des institutions et des écoles. Le statut des textes, Margaret Jacob le rappelle, est lui-même incertain. La diffusion se fait à la marge, dans des cercles restreints, informés et eux-mêmes convertis à des idées subversives. Dans une perspective un peu différente,
et aussi un peu plus tard, en 2001, Jonathan Israel écrit un grand récit des Lumières radicales qui remonte à la Hollande du XVIIe siècle, avec Spinoza et le spinozisme comme source de contamination d'une vérité précieuse qui ne peut se dire et se répandre que dans des cercles de sociabilité spécifiques, clandestins. La radicalité philosophique se fabrique alors sur le bien fondé de la centralité philosophique du spinozisme qui pose la radicalité à travers quelques modèles conceptuels, la liberté de pensée et de parole, l'athéisme qui est le fruit d'une théologie rationnelle et qui, plutôt que de nier la notion même de Dieu, s'oppose aux attributs de la religion chrétienne. Ce qui se joue, selon Israël, à partir de 1650, c'est le développement d'un processus général de rationalisation et de sécularisation qui met à mal l'hégémonie de la théologie dans le monde du savoir et qui renverse d'ailleurs l'ensemble des valeurs et des croyances traditionnellement acceptées. On peut citer le Discourse of Free Thinking d'Anthony Collins, texte qui rejetait clairement l'autorité de l'Église et provoqua une grande indignation, la religion chrétienne se considérant alors comme attaquée. C'est donc la première acception des Lumières radicales et que l'on retrouve dans un certain nombre de textes, disons, issus de l'histoire des idées. Mais on pourrait évoquer une deuxième acception que je qualifierais, à partir de la mise en place de la modernité comme attitude de rupture à l'égard de la tradition et du présent tel qu'il est en train de se dérouler, ce qui comprend l'idée, bien sûr, que rien n'est fondé sur la parole ou le commandement de Dieu, qu'aucune institution n'est régie par Dieu et qu'aucune loi n'est prescrite par lui. Du coup, c'est une nouvelle conception du monde qui surgit en dehors de l'enveloppement des individus dans une harmonie souvent conjointement cosmologique et morale. L'individu en arrive à valoir lui-même à travers ses actes, ou plus précisément à travers une attitude qu'il reste à qualifier comme attitude de rupture. Et s'il y a un moyen dans cette seconde méthode de différencier des lumières modérées et radicales, c'est bien en poursuivant la piste d'un courage de la vérité que la modernité aurait institué à travers les Lumières. Et je citerai en ce sens le commentaire que Michel Foucault fait à 2 reprises de Was ist Aufklärung de Kant, opuscule qui intervient à la toute fin du XVIIIe, c'est-à-dire un peu plus tard que les références bien évidemment utilisées par Margaret Jacob et Jonathan Israel. Cette deuxième acception de la radicalité aurait d'abord un sens philosophique. Elle se définit comme une réflexion nouvelle sur l'attitude philosophique devant la modernité, et nouvelle la question du présent comme problème philosophique. Les Lumières valent comme une manière d'interroger notre présent, de le mettre en doute, de déstabiliser nos certitudes dans la compréhension de l'ici et du maintenant. Et donc nouvelle la question des pratiques comme problème philosophique, de telle sorte qu'elle autorise un traitement spécifique des notions d'actualité, de modernité et d'événement. Comme l'écrit Michel Foucault dans la version française du commentaire de Qu'est-ce que les Lumières, le présent ne peut être compris au sens de l'itinéraire présent de Descartes dans le discours de la méthode. Il est alors considéré désormais comme motif pour une décision philosophique. À partir donc de Kant, selon Foucault, le présent est analysé pour la première fois en lui-même à partir de la nouveauté qu'il introduit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelle différence aujourd'hui introduit-il par rapport à hier?
Cette deuxième acception aurait non seulement un sens philosophique, mais elle aurait aussi un sens éthique. Selon Foucault toujours, l'Aufklärung est sortie, processus, issue, ce qui suppose un écart, une différence, l'acte de majorité, qui éloigne de la répétition l'état de minorité et qui ouvre ainsi une actualité éthique du sujet qui opère un changement sur lui-même. L'important, c'est donc désormais l'autonomie, le fait de refuser, au sens du fait de refuser l'autorité de quelqu'un d'autre dans la conduite de sa vie, et on se souvient là-dessus du texte de Kant, à la fois le médecin des âmes, le médecin du corps, mais aussi l'autorité du savant. Donc, par exemple, l'autorité de l'Église au nom d'une liberté de pensée. On pourrait se demander si le radicalisme des Lumières ne se trouve pas dans ce modèle éthique du rapport à soi, par lequel on fait rupture avec les autorités pour ne pas se laisser gouverner. Il s'agit alors non seulement de penser un moment singulier qui constitue l'actualité, mais de penser aussi une attitude, un ethos, qui fait apparaître précisément des actes de subjectivation contre toute soumission à l'autorité. Ce que j'aimerais montrer dans un second temps, pour préciser cette notion de radicalité, c'est que si l'on tient une telle définition de la radicalité à partir, disons, de cette deuxième conception, qui d'ailleurs ne met pas totalement de côté la conception historique, et qu'on pose du coup une expérience finalement de la transgression qui se noue dans une certaine conception du présent, et bien du coup, c'est le deuxième moment de mon raisonnement, la radicalité est un refus de l'harmonie, et j'aimerais reprendre maintenant ce second point. La radicalité des Lumières implique alors un nouveau rapport au monde qui défait ce que l'on pourrait appeler le modèle cosmologique de l'harmonie préétablie. Bien sûr, ce modèle de l'harmonie a été parfaitement incarné par la philosophie de Leibniz, dont Voltaire se moque sans précaution par l'intermédiaire du personnage du philosophe Pangloss dans Candide. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, ce qui suppose toujours la main cachée et harmonieuse de Dieu, le providentialisme de Leibniz, malgré les disharmonies apparentes. Je vous renvoie à ce passage du chapitre 1 de Candide qui est quand même très drôle. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. On sait bien que dès le début de Candide, ce château, cette baronne et ce baron, c'est quand même pas terrible. On sait donc que cette référence aussi à l'harmonie est très présente au début du XVIIIe siècle, et je reviendrai là-dessus en particulier sur un philosophe que j'ai beaucoup travaillé il y a quelques années, qui s'appelle Shaftesbury, qui se dit théiste. Et j'aimerais revenir sur cette notion de théisme. Parce que Shaftesbury, dont d'ailleurs Leibniz, qui est donc un philosophe anglais du début du XVIIIe siècle, Shaftesbury, dont Leibniz salua d'ailleurs l'enquête sur la vertu et le mérite, première publication en 1711 après la publication, disons, un peu clandestine de Toland, déploie une vision que l'on peut qualifier de moralisée du monde. L'union de l'univers et son harmonie fondamentale ne se fait pas à travers une approche matérielle de la nature, mais dans un ordonnancement normatif au nom d'un lien d'amour, d'entente, de sympathie entre les créatures, que l'on peut commenter comme une manière de renouer avec l'esprit d'amour du christianisme. Dans les caractéristiques, et en particulier dans le texte donc, qui porte le titre « L'enquête sur la vertu et les mérites », donc 1711, voici ce qu'écrit Shaftesbury : « Croire que tout est gouverné, ordonné ou fait pour le mieux par un seul principe ou esprit essentiellement bon
et permanent, c'est être un parfait théiste. Il s'agit donc de dire que l'harmonie du monde se fait à travers des relations qui font taire les dissonances pour unir tous les êtres dans une échelle du bien qui va de la sensation au sentiment et à la raison incarnant le moment du comportement vertueux proprement dit. La nature n'est pas appréhendée selon une méthode scientifique, mais pourrait-on dire selon un habillage moral. Le principe d'union et d'interdépendance des éléments les fait tendre vers l'expression du bien, qui est à la fois naturel et moral. L'idée de nature n'a alors de sens qu'eu égard aux raisons morales de son existence, qui donne d'ailleurs une dimension, on pourrait dire, intérieure aux phénomènes naturels les plus extérieurs. Toutefois, il y a bien des différences entre une pierre, un animal et un humain, et c'est par l'être humain, en tant qu'il constitue une communauté qui a pour horizon commun la vertu, que le monde est le plus conforme à sa nature. Le lien social est un lien de sociabilité. Cette normativité par la sociabilité est analysée par Shaftesbury à travers une disposition à sympathiser avec autrui, disposition qui se poursuit jusqu'à la participation à la vie publique, tout comme à un degré inférieur, les êtres naturels sympathisent les uns avec les autres pour faire le monde physique. Le lien social, comme lien sociable qui fait de la communauté humaine le modèle le plus achevé de l'organisation ou de l'ordonnancement du monde, eh bien, définit une vérité pratique du monde contre un modèle, pourrait-on dire, de la connaissance. L'harmonie préexistante du monde requiert la sociabilité comme prescription de toute forme de lien. Dans ce cadre, Dieu est le principe de bienveillance, ce qui fait tenir la finalité sociable des relations. Une telle notion de Dieu est tout à fait compatible avec la compréhension du christianisme comme relation d'amour et peut même valoir comme une légitimation philosophique du Nouveau Testament. Dans ce cadre, il y a bien une croyance en l'harmonie qui fait que le théisme de Shaftesbury s'écarte de toute radicalité des Lumières. Cette compréhension naturalisante de la sociabilité risque en effet d'empêcher de penser le statut du nouveau et de l'imprévisible dans les relations humaines. Et donc on pourrait se dire quelle place alors pour ce que Foucault nomme l'attitude de modernité et qu'il considère comme finalement le cœur, pourrait-on dire, des Lumières. Et donc, comment les hommes, même unis autour d'un commun que Shaftesbury nomme sociabilité, peuvent-ils agir et transformer le monde alors même qu'il subsiste dans l'enquête un providentialisme moral? Comment comprendre ce qui fait la radicalité elle-même, c'est-à-dire les ruptures, les disharmonies sans retour, les transgressions de la tradition ou encore la remise en cause de l'autorité? Comment, pour reprendre une expression de Foucault, ne pas être trop gouverné, alors même que la finalité est une entente déjà posée au cœur d'un monde qui ne saurait exister sans la finalité divine? La communauté vertueuse suppose certes que les humains organisent leur bonheur, mais ce commerce libre et raisonné des humains est toujours dans le même temps posé comme la fin de toute vie humaine, le principe même de toute communauté, de telle sorte que la notion de rupture ne peut pas précisément avoir sa place. Et qu'on est bien, dès que l'on est dans le registre d'une défense de l'harmonie, et bien dans une perspective qui rend impossible justement toute radicalité des Lumières. Et donc ce sera ma troisième partie. Quelle radicalité des Lumières? Et n'y a-t-il pas cependant une radicalité des Lumières non radicales, mais qui ne serait pas précisément chez Shaftesbury, mais qui serait peut-être de ce point de vue-là chez Voltaire?
Où trouver cette radicalité à la fois philosophique et éthique qui permettrait de faire du XVIIIe siècle un moment stratégique dans le rejet de la tradition et de l'autorité qu'elle exprime? On peut dire que le modèle de l'harmonie, fut-il moral et annonciateur d'une sorte d'éthique, empêche de considérer à la fois une attitude de modernité et ce qui va avec, à savoir le spectre d'un athéisme positif comme exercice de la liberté de penser ou de raisonner. En ce sens, il me semble que Voltaire est bien plus radical que Shaftesbury et peut-être que Collins, dont le discours sur la libre pensée se masque sous nombre de procédés pour n'être pas démasqué, nombre de procédés qui parfois affaiblissent précisément la portée de la défense de la libre pensée. Bref, j'aimerais un peu reconsidérer Voltaire, parce qu'ayant longtemps travaillé sur les Lumières anglaises et beaucoup sur des penseurs comme Shaftesbury, je me dis que peut-être finalement ils ne sont pas si radicaux que ça et que peut-être y aurait-il plus de radicalisme chez Voltaire. En quel sens? Je reprendrai en fait un passage du dictionnaire philosophique, le moment où Voltaire envisage une conversation entre Milord Boldmind, familier dans la conversation, dit-il, et le comte Medroso, familier de l'Inquisition. Et voici ce que donne cette conversation, et en particulier le moment où Milord Boldmind répond au comte Medroso. Il ne tient qu'à vous d'apprendre à penser. Vous êtes né avec de l'esprit. Vous êtes un oiseau dans la cage de l'Inquisition. Le Saint-Office vous a rogné les ailes, mais elles peuvent revenir. Celui qui ne sait pas la géométrie peut l'apprendre. Tout homme peut s'instruire. Il est honteux de mettre son âme entre les mains de ceux à qui vous ne confieriez pas votre argent. Osez penser par vous-même. Bien sûr, formule devenue célèbre à partir du texte de Kant, mais que l'on retrouve aussi à ce moment-là. Penser est donc une affaire de décision personnelle et je dirais d'écart. En pensant, on s'ouvre le domaine du savoir qu'il faut opposer à l'obscurantisme religieux, ce qui ne veut pas dire à toute religion, qui soumet cet obscurantisme religieux, qui soumet les humains en amoindrissant leur être et en réduisant à néant leur pouvoir justement d'agir et de penser. C'est l'ignorance qui fait croire à une force invisible qui serait incarnée dans des dogmes et une autorité religieuse. Et donc à ce titre, Voltaire est à ce moment-là assez proche de Kant, à ceci près que les philosophes en général n'y jouent pas la même partition. Les philosophes sont avant tout des métaphysiciens pour Voltaire, et donc ils croient en des lois immuables où tout est déjà arrangé. Et on peut rappeler là-dessus le dictionnaire philosophique dans Chaîne des événements. Ce système de la nécessité et de la fatalité a été inventé de nos jours par Leibniz, à ce qu'il dit, sous le nom de raison suffisante. Alors que pour Kant, les philosophes sont des personnages publics qui peuvent faire rupture justement contre la tradition, contre le système de la nécessité et de la fatalité, en pensant par eux-mêmes et en devenant des sujets publics par l'usage, pourrait-on dire, de la critique. Mais dans les deux cas, la radicalité tient dans la préconisation, on pourrait dire subjective, de la liberté de penser ou de raisonner, qui défait toutes les raisons suffisantes, les harmonies préétablies, et donc le rôle d'une providence divine. Mais on pourrait continuer cette lecture de la radicalité chez Voltaire et revenir à Candide. D'un côté, on sait que les itinéraires de Candide et de Cunégonde, à qui bien sûr tous les malheurs arrivent conformément, je dirais, à leur sexe ou à leur genre, sont l'illustration que la réalité des vies n'a rien à voir avec la métaphysique professée par Pangloss, qui n'argumente pas vraiment au service d'une vérité, mais qui déploie tout simplement une croyance un peu sophistiquée en la providence divine.
Cette croyance ne sert à rien puisqu'elle n'aide même pas, dans cette fiction qu'est Candide, à éviter les malheurs. Au contraire, elle est tellement déconnectée du réel qu'elle précipite les êtres humains qui y croient vers le mal et les mauvaises rencontres. Croire en l'harmonie du monde, si on suit Candide, c'est donc à tous les coups passer à côté de sa vie, on pourrait dire par manque d'activation du pouvoir d'être, de penser et d'agir. En ce sens, Voltaire est radical, et en ce sens, la providence divine ne sert à rien dans la conduite de sa vie, et l'autorité de la religion empêche même les êtres humains de s'attribuer pleinement leur vie et empêche aussi les philosophes métaphysiciens de réaliser pleinement leur vie, puisqu'ils sont finalement des idéologues d'une certaine manière au service de l'Église. D'un autre côté, la fin de Candide n'apporte pas beaucoup de solutions. Pangloss, Candide, Cunégonde et les autres, après de longues années de désastres qui les ont rendus, pourrait-on dire, laids et désespérés, puisqu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils espéraient devenir, se retrouvent dans une petite métairie où ils vont organiser en commun une vie de labeur. Et vous vous souvenez bien sûr de cette fameuse formule « Il faut cultiver notre jardin ». Au moment où Candide répond à Pangloss, qui tente de raisonner sur cette communauté finalement assez pitoyable, comme étant encore le meilleur des mondes possibles. Mais là, c'est en même temps, à la fin de Candide, un retournement de la liberté de penser et de raisonner. Travaillons sans raisonner, dit Martin, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'un monde sans harmonie ? Eh bien, un monde sans harmonie, c'est un monde où le monde, justement, se révèle à lui-même, à savoir pitoyable et insupportable, on pourrait presque dire désespérant, lançant du coup la question, comment faire face à un monde sans Dieu ? De quoi menace le spectre de l'athéisme ? Eh bien, finalement, d'une vie de travail qui, justement, n'a pas de sens. Donc, je conclurai en disant la chose suivante, eu égard aux définitions que j'ai données de la radicalité. Voltaire est-il radical ? Il est sans doute radical dans l'appel à la liberté de penser ou de raisonner qui caractérise de manière assez proche de Kant, et surtout du Kant lu par Foucault, un acte de majorité. Mais en même temps, il n'est pas tant que ça radical, dans la mesure où finalement, si l'on prend au sérieux la fin de Candide est plutôt sceptique, à savoir que finalement, quand on ne peut pas opter pour le pari de Pascal, eh bien, que reste-t-il ? Il ne reste finalement que le travail, qui est largement source d'aliénation, et au bout du compte, eh bien, la modernité, c'est bien la difficulté, du point de vue de Voltaire, à construire un sens, à transformer le monde. Et là-dessus, finalement, la fin de Candide est assez sceptique. Et donc, pour finir, ce que met en avant, finalement, on pourrait dire la critique de l'harmonie, qui fait en même temps la naissance de la modernité, et qui va de pair souvent avec ce que j'appellerais donc le spectre de l'athéisme, en tout cas avec la possibilité d'un monde sans Dieu, eh bien ce qu'elle met en avant, c'est justement bien la difficulté en même temps à faire avec cette modernité. Et on pourrait là-dessus poser peut-être la question qui avait été traitée par Judith Butler dans une conférence assez récente, comment vivre bien dans un monde mauvais ? Peut-être que la question qui est issue précisément de cette perspective d'un monde disharmonieux et que l'on pourrait penser et poser à l'issue du Candide de Voltaire, c'est bien comment vivre bien dans un monde mauvais, et est-il possible de vivre bien dans un monde mauvais ? Voilà, je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop long.